Eh bien, le bonjour et bienvenue à cette quotidienne agricole et agroalimentaire. C'est celle du vendredi 17 avril. Bon appétit, bon midi. Si vous nous regardez, vous nous faites l'honneur de nous regarder en direct aujourd'hui ou encore en différé quand bon vous semble. Alors bon maintenant, c'est le cas de le dire. Nous serons encore aujourd'hui, bien sûr, au fait de l'actualité agricole et agroalimentaire un peu partout. L'actualité d'ici comme l'actualité d'ailleurs. C'est Guy Duval qui va s'occuper de ça. D'ailleurs, dans une seconde à peine, juste le temps de vous inviter encore une fois à apprécier, mais surtout à partager ce que vous découvrez ici d'un midi à l'autre depuis maintenant les 3 dernières semaines. La vie agricole et l'Institut Jean Garon, parce que ces gens-là se sont joints à nous il y a quelques jours maintenant pour participer à l'émission. C'est dire Yannick Patelli, éditeur de La Vie agricole, Guy Duval également de La Vie agricole et souvent également Yann Turmine de La Vie agricole, mais aussi de Belle-Île Solutions Nutrition. Pour l'Institut Jean Garon, nous comptons sur la présence quotidienne et fort agréable de Michel Saint-Pierre, coprésident de l'Institut, et de Guy Debailleul, l'autre coprésident, et du porte-parole Simon Bégin, qui est aussi quotidiennement avec nous. Ces gens sont aussi branchés, vous allez les apercevoir à l'écran dans un petit moment. Il sera question de science aujourd'hui, de science et d'agriculture, vous allez le constater, et en apprendre certainement beaucoup grâce à nos invités du jour. Je ferai d'abord appel à Guy Duval, qui va mettre la table pour le premier sujet. Alors, c'est le cas de le dire, on va parler de science. Monsieur Duval, êtes-vous à l'écran aujourd'hui? Comment allez-vous? Juste le temps, évidemment, de faire toutes les manipulations nécessaires pour que mon ami Guy y soit. Guy, on va parler aujourd'hui de pesticides. En fait, on va parler de vente de pesticides qui diminue. Oui, selon le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, dans le bilan de 2018, on parle d'une chute d'une manière jamais auparavant vue. On parle de 28 en 2018, dû, entre autres, aux nouvelles exigences réglementaires agronomiques qui ont été mises en place la même année. D'autres informations qui sortent du bilan, 69 des ventes proviennent du milieu agricole, des pesticides. Et d'autres informations, comme les pesticides les plus vendus sont les herbicides à 55 les insecticides à 18 et les fongicides à 12 Le rapport rajoute aussi que la vente des biopesticides ne cesse de croître. Merci de Alors, ces c'est mon premier informations. sujet. C'est ce qui nous permet de mettre la table. M. Patelli, ce midi, avec deux invités qui vont nous parler de la science, au sens où on va évidemment préciser le sujet. On va d'abord laisser les dames, bien sûr, les règles de bienséance vont nous laisser les dames être les premières interrogées aujourd'hui. Yannick, qui sont tes invités? La première d'abord, bien sûr. Alors, bonjour Eric et bonjour à tous. Aujourd'hui, il fait beau à Québec et on va pouvoir, effectivement, comme tu dis, parler d'agriculture et de sciences. Nous allons parler avec Magali Huneau, qui est directrice de compte, directrice des ventes en fait, chez Bayer. Et ensuite avec Pierre Pétel, le PDG en fait, de CropLife, l'association CropLife Canada. Alors, bonjour Magali Huneau. Bonjour. Alors, bonjour Magali, en fait, on voudrait en fait pour comprendre, on comprend que le contexte de l'émission, c'est de comprendre ce qu'il se passe en agriculture dans le cadre de la pandémie Covid-19. J'aurais envie de vous demander dans un premier temps, quelle est la relation que Bayer entretient avec ses clients dans un cadre de pandémie comme ça, notamment au niveau de, je dirais, de la protection, parce que de façon générale, la charlotte, les gants en plastique, c'est quelque chose qui fait peur un peu à tout le monde, mais vous, dans le domaine où vous travaillez, la protection, c'est quelque chose que vous connaissez. Les mesures barrières, ça existe un peu déjà chez vous. Oui, tout à fait. Puis en fait, depuis le début de la pandémie, c'est sûr que la compagnie, pour elle, c'est quelque chose qui est hyper important, la sécurité autant des employés puis des clients. Donc, depuis le début, on observe différentes mesures qui ont été prises. D'ailleurs, en partant, là, tous les employés qui sont capables de travailler de la maison ont été déplacés à la maison dès les premiers jours, que ce soit à la grandeur du Canada. Mais certains secteurs de production n'ont pas doivent continuer de produire. Donc, les méthodes de protection qui sont déjà utilisées là, dans la production de produits phytosanitaires, les employés sont déjà habitués de travailler avec ces équipements-là. C'est sûr qu'il y a eu des mesures qui ont été augmentées, là, autant de distanciation sociale, puis s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination là, entre employés. Là. Donc, vous faites un appui en fait par différentes formes auprès de vos producteurs. J'imagine que la technologie est importante aussi pour vous aider à être en contact avec vos producteurs. Est-ce qu'au niveau par exemple des captations de rendement, des capteurs de rendement, vous avez déjà des possibilités? Est-ce que ça vous fait
utiliser de façon exponentielle la technologie? Oui, c'est certain. C'est certain que dans tous les domaines, là, on a dû s'adapter. Là, juste comme aujourd'hui, là, on fait des entrevues vidéo chacun chez nous. Donc, en partant, là, c'est certain que normalement, un directeur de territoire va à la rencontre, que ce soit de clients ou des détaillants ou des producteurs. Donc, depuis le début, ce qu'on fait, au lieu de faire des rencontres physiques, on fait des rencontres vidéo. C'est certain qu'au début, on utilisait peut-être plus le téléphone, mais avec le temps, de voir les visages, ça nous aide beaucoup à passer au travers cette période de confinement. Donc, de plus en plus, autant nos représentants, on fait des formations en ligne avec les représentants, mais c'est certain aussi que dans les prochaines semaines, là, la portion des parcelles va embarquer. Puis, tout ce qui est contenu de parcelles, on va continuer à les faire parce que c'est des données qui sont importantes pour la mise en marché des produits puis de s'assurer de la qualité des produits. Donc, mais c'est certain que toutes ces parcelles-là, on les fait en collaboration avec des producteurs. Puis la première question, c'est de savoir si le producteur est intéressé à continuer malgré les mesures qu'on a à l'heure actuelle, s'il se sent sécuritaire là-dedans. Mais... Alors, on pourrait dire que le transfert au numérique, c'est une réalité pour tous. C'est une réalité pour les gouvernements, pour les entreprises en général, pour les médias. On le voit aujourd'hui, ce midi, et ce que l'on fait depuis le 24 mars. Mais c'est une réalité aussi pour les entreprises du milieu agricole. Oui, tout à fait. Puis, dans les dernières années, ce qu'on a vu, c'est l'évolution aussi de plateformes numériques avec les producteurs, puis autant de partage d'informations entre producteurs et représentants et même conseillers de clubs. Donc, c'est certain qu'on essaie de favoriser l'utilisation de ces plateformes-là aussi. Un producteur est capable de noter quelle variété, quel produit a été appliqué au champ. Donc, s'il y a différents tests qui est fait à ce niveau-là, moi, en tant que directrice de compte, s'il décide de partager ces données, moi, je suis capable de voir à distance les résultats, les imageries satellites, puis éventuellement jusqu'au rendement là, en fin de saison. Donc, c'est certain que ça met l'accent sur ces nouvelles technologies qui apparaissent, puis un plus grand partage d'informations pour tous et chacun là, avoir un succès dans les productions. Là. Alors, je comprends qu'au niveau individuel, avec vos producteurs, vous êtes un peu au top niveau de la technologie, mais il y a quand même des défis qui s'en viennent pour les prochaines semaines, les prochains mois. On apprenait ces jours-ci que les expos agricoles vont être toutes annulées, même Expo Champs, la grosse exposition agricole de Saint-Liboire qui est importante. Il y a deux grosses expositions au Québec, c'est Saint-Liboire l'été et le CIMAC l'hiver. Pas de Saint-Liboire au mois d'août. Pour vous, c'est un gros défi. C'est quoi? Si vous allez faire des tournages vidéo dans les champs, c'est quoi la solution que vous allez trouver pour compenser ça? Oui, c'est certain qu'on est encore au tout début. Là. Notre priorité présentement à l'heure actuelle, c'est de livrer tous les produits à nos détaillants puis que nos producteurs aient leurs produits. Par la suite, le deuxième défi, c'était les parcelles. Donc, on a décidé de faire des choix au niveau des parcelles. Donc, il n'y a aucune parcelle de démonstration qui vont être semées cette année. Ceci étant dit, une parcelle de rendement peut quand même être utilisée au niveau de la formation. Donc, oui, on travaille aussi sur des protocoles pour être capable d'aller aider des producteurs. Dans mon cas, j'ai eu une demande là, d'aller ajuster un équipement avec un producteur. Donc, c'est de s'assurer que tout le monde soit en sécurité de ce côté-là. Donc, c'est certain que dans les prochaines semaines, de plus en plus, on commence à faire des vidéos d'explication de nouveaux produits. Donc, c'est certain qu'on va mettre l'accent de ce côté-là. J'en ai déjà commencé à en parler avec mon collègue agronome, là, comment on pourrait mettre en place une façon de faire pour qu'on puisse être capable de montrer les effets, montrer nos produits, puis s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Oui, puis pour terminer, avant qu'on parle avec Pierre Pétel de CropLife Canada, peut-être pour revenir un peu sur l'information que Guy Duval nous a livrée tout à l'heure avec la baisse en fait de vente de certains pesticides. Vous êtes vous-même agronome. Est-ce que, en fait, on peut dire que hier est hier, demain étant ce qu'il sera, est-ce qu'on va vers une nouvelle vision de l'agriculture avec plus de biopesticides? Et est-ce que vous confirmez que chez Bayer, vous confirmez que toute utilisation des pesticides est faite dans des normes de qualité sanitaire? Bien, c'est sûr que nous, l'objectif, on fait de la formation, fait que c'est ce qu'on désire le plus profondément, là, que l'utilisation des pesticides soit faite de manière sécuritaire. Oui, on a vu les résultats du rapport sortir dans les dernières semaines. C'est les données de 2018. Je vais prendre en considération aussi les prochaines années. C'est sûr qu'il y a
un changement de mentalité, si on veut, ou c'est certain que ce qu'on veut, c'est d'utiliser les pesticides aux endroits où est-ce que c'est nécessaire pour s'assurer de l'innocuité de nos produits aussi. Donc, je dirais qu'on va voir avec le futur de ce côté-là, mais on fait de la formation à tous les niveaux, autant producteurs que représentants, pour s'assurer de la bonne utilisation des pesticides. Oui, parce que c'est un match qui se joue à deux, en fait. C'est à la fois le représentant et le producteur. Il y a des responsabilités des deux côtés et c'est un duo. Oui, tout à fait. Puis on a certains programmes, même chez Bayer, qu'on veut favoriser la rotation aussi d'herbicides pour limiter les résistances. Là. C'est des sujets qui nous interpellent au quotidien aussi. Là. On fait de la formation là-dessus, puis s'assurer que un produit avec une seule matière active n'est pas utilisé dans la mesure du possible aussi. Là. Merci Magali Huneau. Merci. Merci beaucoup d'être parmi nous et de rester avec nous. Les gens de l'Institut auront certainement quelques questions. On verra bien. En attendant, si vous avez vous aussi des questions et êtes en direct avec nous à 12h ce vendredi, n'hésitez pas à vous servir de notre page Facebook sur La Vie agricole, là d'où nous présentons cette émission aujourd'hui, pour vous adresser ou adresser vos questions à notre première invitée, Magali Huneau, qui est directrice des ventes chez Bayer, et Pierre Pétel, président de CROP, qu'on accueille maintenant. Yannick, je te laisse mieux le présenter. Bonjour Pierre Pétel. Bonjour Pierre. Ça ne sera pas long, vous allez voir, ça va très bien aller. Oui, ça va bien aller, comme ils disent. Monsieur Pétel, allez-y. Pierre est apparu. Bonjour Pierre Pétel. Bonjour. Alors nous, contrairement à Magali, que je ne connaissais pas physiquement, nous on s'est déjà rencontrés physiquement au studio d'LVA TV à la fameuse période de la commission sur les pesticides. Je vous avais emmené d'ailleurs sous un orage de pluie au studio pour faire une entrevue. Et on est content de vous avoir aujourd'hui avec nous à nouveau. On aimerait en fait que vous nous disiez aussi votre perception quand on entend l'information que Lydie a donnée tout à l'heure, une baisse importante d'utilisation des pesticides ou autres, plus de biopesticides, etc. Est-ce que tout ça est relié en fait à une recherche, à la recherche qui malgré tout continue à travers différentes compagnies? Effectivement, l'industrie est en recherche continue et puis les compagnies ont fait beaucoup d'investissements dans le secteur des biopesticides récemment. Alors, c'est clair qu'il y a un futur dans ces technologies-là. En même temps, les produits de synthèse ont continué à avoir un rôle très important. Et puis, si on regarde à travers les décennies, le montant de produits nécessaires par acre, par exemple, ou hectare, est toujours en diminution. Alors, l'industrie est en recherche continue pour s'assurer que les produits sont bien gérés et puis qu'on utilise les produits d'une façon très ciblée. Alors, c'est pas trop surprenant ce qu'on voit dans le rapport. Puis on disait tout à l'heure avec Magali en fait que donc le jeu de la production en fait dans le champ se joue à deux, c'est-à-dire que le producteur et le conseiller, les responsabilités sont partagées entre les deux. En fait, il y a un troisième acteur aussi qui est le gouvernement en fait, qui met des balises. Alors que ce soit au niveau fédéral sur le plan sanitaire, que ce soit au niveau du MAPAC, au niveau même de certains conseils ou autres. Donc, est-ce que je dirais la synergie en fait producteur, compagnie et gouvernement tient le bon rouage? Oui, je crois que c'est clair qu'au Québec, récemment, avec la commission parlementaire, on a eu beaucoup de controverses, je dirais, envers les pesticides et puis peut-être des mésinformations qui ont circulé dans les médias. À la fin, c'est clair que le producteur, le gouvernement et l'industrie ont chacun un rôle important à jouer. Et puis, quand on travaille ensemble pour avoir des buts partagés, c'est clair que c'est la meilleure façon de travailler. On parlait un peu de gérer la résistance. Nous aussi, on a mis en place un système qui s'appelle gérer la résistance pour tous les produits. Et puis, ça élimine la compétitivité des membres. Et puis, c'est vraiment pour gérer le développement de résistance des mauvaises herbes, des insectes, etc. Parce que vous parliez, Pierre Pétel, tout à l'heure, des médias qui ont couvert effectivement très largement dans l'année 2019 la situation sur les pesticides. Est-ce qu'on peut dire en fait que les médias généralistes ont fait la vie dure au glyphosate alors que plusieurs experts nous disent, bon, certes, le glyphosate, c'est le glyphosate, mais si on devait éliminer le glyphosate de toutes les cultures, en fait, on se retrouverait avec d'autres produits comme l'atrazine ou autre, et on serait dans une situation bien pire que celle du glyphosate.
Je pense que la crise qu'on voit en ce moment avec le COVID démontre l'importance de la science et démontre aussi l'importance d'un système réglementaire qui est robuste. Et alors, je crois que parmi la crise qu'on voit en ce moment, il va y avoir, j'espère, avec le public et les médias, un genre de sensibilisation concernant cette question de la science et l'importance d'un système réglementaire. Parce que je pense que le fait qu'on avait un peu de misère à amener devant dans le débat, c'était que on a un système très robuste au Canada pour approuver les produits. Comme vous dites, la sécurité de certains produits, notamment le glyphosate, le système est très bien encadré et que la science est très robuste. Alors, je pense qu'il y a une opportunité peut-être avec la crise en ce moment d'amener ces points-là. Vous avez donc, si je comprends à demi-mot, espoir que l'agribashing vécu les 2 dernières années soit moins fort en 2021. Oui, puis en plus, l'importance du secteur agricole, l'importance de la sécurité alimentaire est maintenant plus d'avance qu'on n'a jamais vu. Pour la première fois, les gens voient dans les épiceries, ils voient des manques de produits pour la première fois de leur vie. Alors, je pense que la sensibilisation du grand public envers le système agricole, l'importance de la production locale, etc., devrait aider le secteur agricole dans le futur. Merci beaucoup, Pierre Pétel. Et de même que Magali, restez avec nous. Merci. Merci, M. Pétel et M. Patelli. Alors, je ferai appel donc à nos invités ou en fait aux gens de l'Institut. Si vous avez des questions, messieurs, ce sera le moment de vous manifester ou de nous donner vos impressions sur ce que vous venez d'entendre. Je fais appel à vous, messieurs. Lequel parmi vous est le premier à dégainer aujourd'hui pour faire quelques commentaires sur ce qu'on vient d'entendre? Je vais y aller, Éric, merci. Merci, Michel. Je voulais aussi remercier Magali Huneau et Pierre Pétel d'être avec nous ce midi. Nous, j'avais bien d'habitude, on est en train de prendre des coups de soleil juste à regarder les écrans. Alors, on passe notre journée devant l'écran. J'espère qu'il n'y a pas trop de radiation. Mon but, c'est surtout de rappeler que, justement, il y a eu cette commission parlementaire-là. Il y a eu surtout ce qui a précédé la commission parlementaire, qui était véritablement une sorte de, comment dire, de polarisation du débat et surtout ce qu'on adressait aux citadins qui ne savent pas grand-chose de l'agriculture. C'est un peu ce qu'on disait l'autre jour là, à l'égard de gestion de l'offre. 90% des mondes ne savent pas du tout de quoi on parle, mais c'est facile à émouvoir. Alors, on avait voulu, et on a fait une présentation d'un mémoire à la commission parlementaire. Ce mémoire-là se voulait, je dirais, assez pédagogique. Et il s'est appelé les pesticides sont des médicaments. Sont des médicaments pour l'agriculture. Et l'analogie qu'on voulait faire, c'était s'assurer qu'on utilisait ça au bon moment, selon une prescription bien claire et tout. C'est un peu le message central qu'on a voulu envoyer dans un ensemble, dans une panoplie également de moyens qui ont été développés, certains plus récents, permettant de compléter tout ça. Donc, on a voulu démystifier et envoyer ce message-là qui, évidemment, n'était pas du noir et du blanc. On n'a pas été, comment dire, des alliés inconditionnels de Monsanto, mais on était, je pense, dans ce mémoire-là, plutôt au centre à expliquer qu'est-ce que c'est, puis à démystifier et empêcher surtout les grands titres qu'on avait vus, genre mettre fin à tous les pesticides, faire une loi là-dessus. Là. On a voulu dire voilà. Ce sont des produits essentiels, mais à utiliser selon une règle très précise. Et l'autre analogie qu'on a voulu faire, c'est un peu à l'égard des antibiotiques, en se disant, on avait le même problème avec les antibiotiques et on a commencé à dire, écoutez, l'utilisation au cas où, c'est là qu'on avait un problème, ou que je pense qu'en général, les gens ont un problème. Mais l'utilisation au besoin, c'est quelque chose qu'on disait, ça va, et ça fait partie, comme je dis, de l'arsenal des produits. Donc, c'est juste pour dire que l'Institut Jean Garon a eu
et c'est un lieu d'ailleurs d'échange. Vous y étiez, on s'est rencontrés là-bas et je pense qu'on était très ouverts à discuter ça puis à mettre ensemble les gens pour avoir une sage discussion. Donc, notre but, c'est pas plus aujourd'hui que c'est l'était lors de notre rencontre. C'est pas d'avoir une position genre de confrontation, mais dire voilà, c'était ça le message. Et je crois que c'est le message qu'on va continuer de véhiculer l'occasion se présentera. Et quand je parle de ça, je m'adresse aussi à nos auditeurs libres, parce qu'il y a des gens qui sont nos auditeurs libres, soit en direct ou soit en différé un peu plus tard. Et ces gens-là, ben, on s'adresse à eux comme on l'a fait il y a 2 jours là, dans un autre débat qui était celui gestion de l'offre, oui ou non. Alors, mais merci de me laisser intervenir. C'était surtout pour faire ce rappel-là. Malheureusement, je n'ai pas de questions. Je trouve que je suis tout écoute et puis j'attends la suite des choses. Alors, merci de m'avoir permis d'intervenir à ce stade-ci. Très beau complément d'information en lien avec le sujet d'aujourd'hui, Michel. Je pense d'ailleurs que le mémoire peut être consulté sur le site de l'Assemblée nationale. Il y a encore des traces là, sur la Commission sur les pesticides. Il sera possible donc d'y consulter le mémoire de l'Institut Jean Garon. Simon Bégin a écrit une question. Maintenant que Simon, tu es du côté de Québec, on va tester l'Internet. Ça me semble très bien. Ce serait bien de l'entendre et de la voir, cette question. Oui, ma question s'adresse à nos 2 invités. On a entendu des hypothèses voulant que, dans le cadre des perturbations qu'on connaît dans les chaînes d'approvisionnement, certains producteurs pourraient limiter leurs ensemencements cette saison-ci, laisser des champs à chair face aux incertitudes qui entourent toute la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire. Alors, j'aimerais savoir, peut-être à l'échelle du Québec, mais peut-être aussi à l'échelle nord-américaine, s'il y a des indications du niveau de commande de produits phytosanitaires qui serait comme un pré-indicateur que peut-être que les superficies qui vont être ensemencées vont être moins grandes en raison des craintes liées à la pandémie. Est-ce qu'on observe dans les commandes de produits phytosanitaires une possibilité qu'il y ait des réductions des superficies ensemencées? Oui, je peux commencer avec ça. J'ai fait le tour de tous nos membres. Nos membres comprennent les détaillants et les manufacturiers de produits antiparasitaires. Puis ce qu'ils me disent, c'est que non, l'approvisionnement se fait et puis en fait, les livraisons se font un peu plus tôt que normal, qui est une bonne chose. Et puis, que surtout pour les céréales et les grandes cultures, on ne voit pas vraiment de crainte. Et puis, les semences et les produits antiparasitaires sont au Canada, sont en train de se faire livrer en ce moment. La question, par exemple, c'est dans le secteur de l'horticulture, les fruits et légumes. Là, il y a des craintes de main-d'œuvre en particulier. Et puis ça peut impacter, ça impacte déjà les décisions de qu'est-ce que les gens vont semer. Alors, je pense que c'est surtout avec la crainte de main-d'œuvre qui pose ça. Merci. Oui, bien, pour ma part, c'est exactement ce que nous autres aussi, on observe de ce côté-là. Dans les derniers jours, j'ai eu à parler avec plusieurs producteurs, puis l'inquiétude est vraiment plus du côté de la main-d'œuvre. Point de vue production, c'est certain que la production doit se réorganiser, puis c'est ce qui est fait à l'heure actuelle. Là, on a vu beaucoup, je pense qu'on a tous vu ce qui est arrivé aussi dans les pommes de terre. Là, on a vu énormément de pommes de terre être achetées par les producteurs, par les consommateurs. Le marché de la pomme de terre, lui aussi, a ses propres défis, étant donné que quand on produit une pomme de terre, généralement, c'est avec des contrats de production. Puis, il y a différents marchés, là, que ce soit le frais, la pomme de terre pour la transformation, pour la restauration. Fait que c'est un secteur qui est en train de se réorganiser pour s'assurer qu'il n'en manque pas. Puis, la problématique aussi du fait que on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver aussi, combien de temps ça va durer. Est-ce que les restaurants vont rester fermés longtemps? C'est sûr que il y a une grosse diminution de la demande pour la pomme de terre, pour la restauration. Donc, c'est de voir est-ce que c'est un marché qui va se transférer du côté du marché frais. Passe partout, là. Merci.
Merci beaucoup de la réponse, Magali. J'en appelle donc à nos invités encore une fois. Profitez de la présence de Mme Munot et de M. Pétel. Si vous avez des questions, manifestez-vous, c'est le temps. Sinon, on va passer à notre ami Guy de Bailleul, mais je vais saluer notre fromager préféré d'abord, de la fromagerie Boivin, Luc Boivin, qui vient de se joindre à nous. Bon appétit. Luc, comment ça va ce vendredi? Hey, bonjour. Ça va bien? Tout va bien pour toi? Oui. Ça va bien, Saguenay? Écoute, quand on peut être là, on est présent. Parfait. Merci d'y être. Si jamais il y a une question, t'es le bienvenu. Guy Duval, on a quelques nouvelles. Entre autres, aujourd'hui, la Fédération canadienne des agriculteurs et l'UPA, l'Union des producteurs agricoles ici au Québec, font des demandes officiellement au gouvernement du Canada, du Québec. Guy, qu'est-ce que cette nouvelle? Justement, je veux dire, c'est un complément d'information à ce qu'on vient de dire. La Fédération canadienne d'agriculture et l'UPA demande au gouvernement de créer un fonds d'urgence pour les entreprises agricoles et les transformateurs alimentaires. Bien, pour les producteurs, c'est bien simple. Ils se posent la question, est-ce qu'ils vont planter complètement leur champ ou ils vont laisser ça en friche? Ça, c'est une question de main-d'œuvre avec toute l'histoire des travailleurs étrangers, à savoir s'ils vont avoir complètement tous les travailleurs. Et aussi, ils évoquent des frais supplémentaires reliés à l'achat d'équipements individuels pour limiter la propagation de la COVID-19 et des coûts assurés aussi à l'entreposage d'animaux en raison de certaines usines d'abattage. Bon, c'est pour couvrir les pertes. On ne sait pas quel montant qui est demandé, mais c'est dans ce cadre-là que ça a été demandé hier au gouvernement Trudeau. Je l'entends déjà dire on reconnaît que, nous reconnaissons que. Et ils reconnaîtront que. Mais on l'entendra éventuellement. D'ailleurs, nous nous inscrivons entre les deux points de presse en direct chaque midi. C'est l'invitation qu'on vous fait entre le point de presse du premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et celui de François Legault. Nous serons là pour parler d'agriculture et d'agroalimentaire. Guy nous a préparé un petit quiz et nous terminerons l'émission aujourd'hui. À moins qu'il y ait d'autres questions, manifestez-vous. Moi, je profiterai peut-être juste, Éric, de la présence de Luc Boivin pour signaler en fait qu'on vient d'avoir la confirmation quelques minutes avant d'entrer en ondes que Charles Langlois, le directeur du Conseil industriel laitier du Québec, sera avec nous lundi prochain. Donc, il s'ajoutera à Christian Verbeck, qui avait déjà confirmé aussi comme président de PGQ sa présence. Et donc, on parlera évidemment à nouveau de la gestion de l'œuf, du lait jeté, etc., et de tout le monde du lait la semaine prochaine. D'ici là, j'invite tout le monde à aller sur le site de la Vie agricole pour lire certains commentaires, notamment sur la page Facebook. Mais sur le site de la Vie agricole, il y a également le texte La guerre du lait qui a été écrit par Roméo Bouchard, qui est une analyse de l'émission qui a eu lieu il y a quelques jours entre le débat entre Luc Boivin et Sylvain Charlebois. Et puis aujourd'hui, à l'instant, on vient de mettre aussi la réponse de Sylvain Charlebois au professeur Gouin, qui a repris finalement les arguments du professeur Gouin. Donc en fait, moi j'appelle ça la guerre des profs. Je viens de voir que Sylvain Charlebois vient de commenter que ce n'était pas une guerre, c'était juste une mise au point. Et on se répond comme ça en direct maintenant sur la page Facebook de la Vie agricole. Bien heureux de savoir que... Oui, Luc. Bien heureux de savoir que Charles sera présent la semaine prochaine. Je peux vous dire que dans le secteur laitier, ça bouge à chaque semaine. Tu sais, les marchés sont en... Oh, là, on a pas de souci avec l'Internet de M. Boivin. Où ça, malheureusement, Luc, la communication n'est plus très bonne. Il faudra rebrancher. Au revoir. Entre-temps, Guy, on va passer à toi pour le quiz aujourd'hui. Guy nous parle de la production mondiale de certaines céréales. Alors, on fera appel, et j'avise également Magali et Pierre, on va faire appel à votre expertise, vos connaissances. Guy va nous poser quelques questions, il va nous offrir quelques choix de réponses. C'est l'heure de participer. Guy. Éric, tu me reviens après, alors, à ce moment-là. Oui, absolument. J'avais demandé à intervenir. Ah ben oui, je le vois. Guy, on va passer à vous. Là. Si vous avez des commentaires ou des questions, allons-y maintenant. Vous êtes en tout petit écran. Votre Internet va très mal. Montréal va mal ce midi ou comment ça va chez vous? J'ai l'impression, j'ai été coupé à un moment donné. J'ai dû me rebrancher. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, je vais essayer de profiter. On m'entend quand même? Oui, allez-y. Oui. Bon. Dans le prolongement de ce que disait Michel, effectivement, il fallait voir notre mémoire à la Caperne sur les pesticides comme un exercice pédagogique. Et on voulait souligner aussi le fait que s'il y a des préoccupations autour de la quantité de pesticides qui sont utilisés en agriculture, on ne peut pas séparer ça de la place que tiennent un certain nombre de grandes cultures dans notre système alimentaire. Et donc, cette place, elle est aussi le résultat d'un certain nombre de choix qui ont été pris il y a déjà un certain temps en termes de politique agricole. Donc, on ne peut pas séparer
le débat sur les pesticides du débat sur les choix qui ont été faits en agriculture. Ceci étant, j'ai eu l'occasion de revenir un peu sur les mémoires déposées. Alors, toute évidence, là aussi. Alors, une question que je voudrais poser à Mme Huneau et puis une à M. Pétel. Du côté du rapport de Bayer, on souligne que on souligne au passage que c'est difficile, ça serait difficile pour l'agriculture que ça impliquerait une dégradation des sols. C'est-à-dire qu'on peut difficilement concevoir une production en grande culture sans pratique agricole, sans labour, si on est en biologique, alors qu'on peut le faire en utilisant des herbicides. Ça, c'est un point sur lequel j'ai un peu tiqué dans la mesure où on commence à trouver des alternatives aussi en grande culture du point de vue de la production biologique qui n'entraînerait pas forcément de dégradation des sols. Mais j'étais plutôt tenté, Madame, de réagir par rapport à plusieurs références que vous faites, que Bayer fait dans son rapport, dans son mémoire à la Commission, au programme qui a été mis en place par, qu'on appelle le Climate Fair View. On sait que une des dernières opérations que Monsanto a réalisées avant son rachat par Bayer, ça a été l'achat de l'entreprise Climate Corporation. Et ça nous amène sur un terrain qui est souvent peu abordé dans les réflexions autour de l'évolution de l'agriculture, c'est-à-dire la production et l'appropriation et la gestion de ce qu'on peut appeler les big data en agriculture. Moi, j'ai eu l'occasion aussi d'en discuter avec des gens qui lancent des startups, notamment en Europe, sur la gestion des données en agriculture. Est-ce que le fait que l'essentiel de ces données soit maîtrisé par des compagnies relativement importantes et influentes qui, par ailleurs, vendent aussi des produits parasitaires, antiparasitaires plutôt, et des semences, ça n'amène pas à regrouper au sein de même entité toute une série d'éléments qui orientent en fait l'agriculture et limite un peu la capacité de choix des producteurs. Vous voyez que bon, c'est sujet à débat. Je vous renvoie cette question. Et du côté de M. Pétel, moi, ce qui m'a frappé effectivement dans ce rapport, et vous êtes revenu un peu sur ce point, c'est le fait de prendre des décisions, par exemple pour les organismes régulateurs, des décisions basées sur la science. Or, s'il y a déjà une chose que l'on peut constater parmi les multiples constats que nous renvoie le développement de cette pandémie, c'est que la notion de science ou la vérité scientifique, c'est quelque chose de relatif. On voit que sur les sources même de cette pandémie, sur les techniques de protection, sur les stratégies de déconfinement où les scientifiques ne sont pas forcément en accord. Donc, on peut comprendre qu'il y a plusieurs éléments de vérité scientifique. Or, dans votre rapport, dans votre mémoire à la Caperne, vous soulignez que d'un côté, il y a le Canada qui prend des décisions fondées sur la science et que d'autre part, l'Union européenne n'a pas des décisions fondées sur la science. On pourra admettre que c'est matière à débat quand même. Et notamment, ça vous amène à suggérer au Québec de plutôt se rallier à l'ARLA plutôt que vouloir naviguer seul en la matière. Vous conviendrez que, surtout dans le contexte actuel où les observateurs sont confrontés à plusieurs vérités scientifiques, ça peut amener à discuter. Messieurs, madame, vous avez un commentaire sur l'affirmation de Guy de Bailleul aujourd'hui?
Oui, tout à fait. En fait, je peux commencer là, en parlant de la plateforme Climate FieldView. Oui, c'est une plateforme. Je pourrais peut-être pas aller dans les détails, là, étant donné que vous allez comprendre pourquoi. Là, j'ai pas toutes les informations de ce côté-là. Mais en fait, oui, FieldView est une plateforme de Bayer qui est commercialisée pour la collecte de données. Mais moi, personnellement, en tant qu'employé de Bayer, je n'ai pas accès à aucune donnée de producteurs. Les seules données que j'ai accès via FieldView, c'est les données que les producteurs veulent bien me partager. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que FieldView est comme une branche, oui, de Bayer, mais quand même dans un vase clos. Donc, il y a des employés de ce côté-là qui travaillent avec des systèmes totalement différents des nôtres. C'est certain qu'on est en collaboration ensemble, mais les données, puis ce qui est important vraiment avec FieldView, puis ils font partie là, je veux pas me tromper, mais du Transparency Act. En fait, toutes ces données-là, c'est des données qui appartiennent aux producteurs et qui ne sont aucunement utilisées pour des fins scientifiques, là. Je sais qu'il y a d'autres plateformes qui existent sur les marchés où ce n'est peut-être pas nécessairement le cas, mais pour FieldView, on sait pertinemment que les données appartiennent uniquement aux producteurs. Mais comme je l'ai dit, c'est un peu les plateformes qu'on va essayer d'utiliser au niveau de plus en plus, puis surtout en temps de contexte de distanciation sociale qui va nous permettre d'avoir une communication. Mais encore là, ma limite de partage, c'est si le producteur veut bien me partager son champ avec moi. Puis encore là, il y a des paramètres à l'intérieur. Il n'est pas obligé de tout me partager non plus. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est gérée vraiment à l'externe, chez Bayer, mais par un système complètement étanche d'un côté, là. Merci de ces précisions fort utiles et instructifs aujourd'hui. On va compléter l'émission avec Guy Duval et le quiz. Donc, Guy, on avait ce quiz sur la production mondiale de certaines céréales. Et je vous invite tous et toutes à participer, particulièrement, bien sûr, nos panélistes aujourd'hui. Si jamais ça peut arriver, les gens qui nous suivent également sur Facebook sont les bienvenus. Guy, ça commence par où? Oui, ça commence. C'est mon petit côté ludique, là, que ça finit bien, je pense, l'émission. Alors, ça touche la production mondiale. Quel est le plus gros producteur d'avoine au monde? A, la Russie. B, l'Union européenne. C, le Canada. Avancez-vous. La Russie. Est-ce qu'il y a une réponse? Je comprends pas. Le Canada. La Russie? M. de Bayeul parle de la Russie. Michel Saint-Pierre du Canada, j'ai bien compris? Oui. Non, c'est l'Union européenne. Alors, le Canada, c'est le plus gros exportateur d'avoine et ça s'en va tout aux États-Unis. La production d'avoine est de 25 millions de tonnes. Ah, ben ça, c'est des petits soucis d'Internet. Guy, on a perdu une bonne partie de la phrase, là. De tonnes. Elle a baissé de la moitié. Est-ce que la raison, c'est quoi? Guy? L'avoine a été très longtemps un aliment de choix pour les chevaux, mais aujourd'hui, on les nourrit avec du maïs, de l'orge, d'où son déclin. On a perdu un petit bout de la question puis de la réponse, Guy. J'espère que... Marqué frapper fort, ça se peut que la pharmacie arrive par la oui. Qu'est-ce qu'elle dit, Jacqueline, Simon? Là, on a un direct. Qu'est-ce qui se passe, Simon, avec Jacqueline? La deuxième question. Quel est le pourcentage de production de riz au monde qui est fait en Asie? A, 50, B, 70 et C, 90. Je dirais 90. Ouais. Alors, la réponse est 90. Par contre, seulement une très faible partie de cette production est négociée sur le marché mondial. Elle est de 4 %, soit 600 millions de tonnes. Je comprends pourquoi. En tout cas, moi, ça m'apprend des choses. À peu près pour le blé. Ouais. Alors, quelle est la première céréale cultivée au monde? A, l'orge. B, le maïs. Et C, le blé. Est-ce que j'ai une réponse? Maïs. Maïs. Oui, le maïs avec 41 %, le blé 40 % et l'orge 9 %.
Plus de 70 de la consommation mondiale de maïs sont destinés à la consommation animale. Les plus grands exportateurs de maïs sont les États-Unis, l'Argentine, le Brésil et l'Ukraine. Et les plus grands importateurs de maïs sont le Japon, le Mexique et la Corée du Sud. Et voilà. Merci, Guy, de cette participation. Saviez-vous que c'est sa mission de nous apprendre quelque chose sur l'agriculture, l'agroalimentaire et pour divertir, poser quelques questions qui font appel à nos participants chaque midi. Merci d'avoir participé à l'émission. Magali Huneau, j'espère que ça vous a plu. Oui, tout à fait, merci. Merci à vous. N'hésitez pas à partager auprès de vos collègues l'expérience que vous avez vécue pour revoir cette entrevue qui sera disponible, bien sûr, sur notre page Facebook. Pierre Pétel, merci également d'avoir été avec nous ce midi. Faites de même, partagez l'information que nous existons. Merci. Merci pour l'opportunité. Merci à vous. Également, aujourd'hui, avec nous, Michel Saint-Pierre du côté de Québec de l'Institut Jean Garon. Mot de la fin, Michel, quelques secondes? Ah, je pensais que la dernière question, c'était une colle ou un piège, parce que dans le fond, en termes réels, le maïs, grain, c'est pas une céréale. C'est assimilé aux céréales, mais c'est pas une céréale. C'est pour ça que je trouvais je pensais qu'il y avait une colle dans cette question-là. Mais pour le reste, je vous dirais bon week-end et merci de nous inviter à chaque fois. On a affaire à des connaisseurs et on leur en passera pas, M. Duval, c'est évident. On dit que c'est une plante. C'est une plante. Guy Debailleul, du côté de Montréal, qu'est-ce qui vous préoccupe en fin de semaine? Eh bien, le temps qu'il va faire, effectivement, parce que vous avez de la neige à Québec, on n'en a plus à Montréal, mais il tombe encore des flocons, c'est pas encore très chaud. Mais vous voyez que du haut à l'altitude où je suis, je vais voir ça un peu loin. C'est assez particulier par ailleurs. Merci d'avoir été avec nous, Michel, Guy. Simon également, qui est sorti de Saint-Raymond-de-Portneuf. Simon, quel nouveau l'honneur de ta présence à Québec aujourd'hui? C'est simplement une question de ravitaillement. Et dès que ça sera fait, la motoneige est prête à me reconduire au chalet. Alors, pour vous dire qu'il y a encore un petit peu de neige à Québec. Bon, bien, excellent. Porte-toi bien. Il faut garder la santé, il faut garder la forme ces temps-ci. Guy Duval est toujours à Vauvert. Guy fait des recherches pour les nouvelles la semaine prochaine. Dès qu'il y a des nouvelles, évidemment, dans l'agriculture au Canada ou au Québec, Guy est sur le fait, il nous raconte ça chaque midi. Merci de ta participation encore. Du côté de Vauvert, cherchez sur Google Maps, c'est où vous allez voir. Merci, Guy. Vauvert, ça. Yannick Patelli, on a annoncé, entre autres, le président des producteurs. Est-ce qu'il est encore président des producteurs de grains, Christian Overbeck? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc il sera là demain, il sera là lundi comme président des PGQ. Oui. J'ai dit aussi tout à l'heure, évidemment, donc, que Charles Langlois nous a confirmé sa présence également. Donc, il y aura 2 sujets lundi prochain, à la fois le grain et à la fois le lait. Juste préciser à l'instant, parce que pendant que tout le monde se parlait, vous avez tous vu que Luc Boivin nous parlait et a disparu. Oui. Il m'écrivait en privé, en parallèle, en me disant que l'Internet a planté. Donc, en fait, il faut revenir ce midi, mais il sera là avec nous lundi prochain. M. Patel, vous êtes un peu préoccupé par M. Debailleul sur sa question de science? On peut faire le suivi une autre fois, mais c'est juste que, j'aurais des commentaires sur sa question. Vous pourrez vous parler en Europe et Canada. Pas de problème. Vous pouvez commenter, on a le temps. Ça sera intéressant d'échanger à nouveau là-dessus, M. Patel. Oui, peut-être juste vite, c'est qu'on a tout droit à nos opinions scientifiques, mais on n'a pas droit à nos faits scientifiques. Alors, il y a des faits scientifiques quand ils concernent la toxicologie et sécurité des produits, et puis ça, c'est incontournable. Et puis, je pense que les questions qui tournent autour de la science sur le COVID, parce que c'est quelque chose de nouveau. Il y a des opinions qui changent quasiment à chaque jour, mais la science des pesticides et l'évaluation des pesticides est quelque chose qui est très bien connu. Et puis, je pense que le débat scientifique est moins de controverse, si je peux me permettre. Je pense que ça revient, M. Patel, si je comprends, à ce que vous disiez dans votre entrevue tout à l'heure. En fait, il y a eu beaucoup de débats d'opinion dans les médias généralistes depuis 2 ans, mais la pandémie ou le COVID devrait ramener tout le monde juste dans la traque du factuel. Est-ce que je peux comprendre? C'est ça notre espoir. Puis c'est ça que les indices, même en Europe, se pointent un peu vers ça, que
la sécurité alimentaire et peut-être moins les oppositions aux technologies, ce serait plus en discussion maintenant qu'auparavant. Merci. Merci, Pierre Pétel, de votre participation active à cette émission aujourd'hui. Merci, messieurs. Merci, madame. Ça fait toujours plaisir d'avoir au moins une dame. Nous avons reçu hier, entre autres, Christine Saint-Pierre qui était avec nous, fort intéressant également. Vous pourrez revoir cette émission. Salutations à Sébastien également qui participe au quiz. Je fais appel aux gens pour participer. Il faut quand même le mentionner. Sébastien a répondu au moins à une question. Pour le reste, je pense que ça allait peut-être un peu vite. Pour les autres, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Partagez cette émission. On a appris énormément de choses encore aujourd'hui. Beaucoup, d'ailleurs, sur la science, l'agriculture, l'agroalimentaire. Notre prochain rendez-vous, lundi dès midi, ici même, ou quand bon vous semble, sur plusieurs plateformes, à commencer par la page Facebook de La Vie agricole. Bon week-end et à lundi, nous y serons à compter de midi et en direct. Merci. Bon week-end. Bon week-end. Aïe, aïe, aïe. C'est écœurant. Aïe, aïe, aïe. Puis le résultat, ça a quand même été impressionnant. Ça pousse assez vite. On le voit quasiment pousser à vue d'œil. Il m'avait promis 5 tonnes de matière sèche à l'hectare, puis on l'a fait à la première coupe.